Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont témoignages inspirants et bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'accueille Justine. Bonjour. Bonjour Lucie. Ravie de t'accueillir, Justine. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. On va bien sûr parler de ton livre, puisque tu as écrit un livre. J'ai testé pour vous l'échec entrepreneurial. Mais avant ça, pour démarrer, je te laisse te présenter comme tu souhaites et tu dois intégrer dans ta présentation ta qualité principale. Ok, très bien. Écoute, moi c'est Justine, enchantée. J'ai 32 ans. J'ai monté une boîte, puis planté une boîte. C'est l'objet de mon bouquin. Ensuite, j'ai commencé à mentorer des entrepreneurs pour expliquer tout ce qu'il fallait pas faire pour ne pas terminer comme moi, avec beaucoup d'authenticité. Ceci est la qualité principale. Génial. Et ensuite, j'ai rejoint Light Mentor, qui est un organisme de formation à destination d'entrepreneurs, du coup, pour m'occuper de l'offre pédagogique. Chez eux, j'y suis restée 4 ans. En parallèle de ça, j'ai été élue au board de EdTech France pendant 2 ans. Et encore en parallèle, je donne des cours en école de commerce depuis quasiment ma sortie d'école de commerce, vraiment l'année d'après. Et ma carrière a pris un tournant un peu particulier, puisque en 2023, j'ai fait un accident de plongée sous-marine dans lequel j'ai eu besoin de me remettre un peu après, physiquement, mentalement et tout ça. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer. Et donc, aujourd'hui, j'écris mon livre, principalement. Et justement, quel a été ton parcours avant de te lancer? Parce que moi, j'ai lu ton livre et tu disais que tu as fait directement école et lancement d'entreprise, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, j'ai eu l'idée de cette boîte à la fin de mes études, genre sur mon dernier semestre d'études. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur cette idée pendant le dernier semestre et ensuite j'ai lancé. Ok. Est-ce que tu pensais déjà à te lancer en tant qu'entrepreneur quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà comme idée? Non, pas du tout. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être soit vétérinaire, soit travailler chez Interpol, soit être écrivaine. Donc vraiment, ça n'avait rien à voir Ok. déjà les uns avec les autres. Mais écrivaine, c'est réalisé du coup. Écrivaine, c'est réalisé maintenant, du coup, incroyable. Mais ouais, non, l'entrepreneuriat, en fait, c'était un peu dans ma famille parce que mon grand-père, du côté de ma mère, est libanais. Et donc, en fait, au Liban, il était agriculteur, et il avait plein de terrains de bananes. Il était un des plus gros exportateurs de bananes au Liban. Mais en fait, quand moi je l'ai connu, il était déjà en France et du coup, là, il n'y avait Hmm. plus trop d'activité par rapport au Liban, juste vendre les terrains au fur et à mesure qu'il y avait des opportunités. Donc, l'entrepreneuriat, c'était un peu de loin, en fait. C'était pas vraiment présent dans ma vie. Et je pensais jamais que j'allais monter une boîte, moi. Est-ce que tu veux bien, pour démarrer, rappeler le concept? C'était quoi l'idée de ton entreprise? Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai eu l'idée de faire une marketplace de mode éco-responsable. Donc, en fait, c'est une boutique en ligne de mode éco-responsable. C'est-à-dire que je produisais pas de vêtements ou de produits moi-même, mais par contre, j'allais regrouper plein de marques de mode éthique que je trouvais sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça, les mettre sur un seul site commun et ensuite les vendre derrière auprès de consommateurs et consommatrices. Donc, en fait, sur une marketplace, il y a vraiment deux types d'activités. Il y a le côté B2B pour aller chercher des marques partenaires et ensuite le côté B2C de vendre ces marques-là sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il y a un truc qui m'a marqué pendant la lecture, c'est que tu parles beaucoup du syndrome de la bonne élève et je voulais qu'on revienne dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce syndrome-là dont tu parles? Et aujourd'hui, est-ce que tu t'en es détaché? Alors ouais, moi j'ai vraiment été une bonne élève, mais pas forcément au sens bonne note, mais en tout cas toujours au sens essayer de bien faire. Et alors quand j'étais au collège, lycée, en fait, mes résultats dans les matières différentes enseignées dépendaient très fortement de la relation que j'avais avec les profs en question de ces matières-là. Et c'était assez flagrant quand je m'entendais bien avec un prof et quand j'avais un prof qui croyait en moi ou qui m'encourageait, etc. J'avais des super notes.
Et quand j'avais des profs que vraiment je pouvais pas blairer ou que, voilà, bon, sorry, j'avais des mauvaises notes. Et ça a duré jusqu'en prépa. Et alors là, en prépa, je me suis mise à avoir des mauvaises notes partout. Là, c'était vraiment catastrophique. Mais il y avait toujours ce côté, j'essaye, quoi. J'essaye vraiment de ne pas décevoir les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui continue à m'animer aujourd'hui, mais en fait, que j'ai identifié et du coup, que je fais enfin, je sais pas comment dire, mais que j'utilise à mon service et au service de mes objectifs. Par exemple, là, je sais que avec mon éditrice, donc Isabelle Rochard des éditions Prochain Chapitre, il y a un côté où je me sens hyper en gratitude, qui est redevable en fait qu'elle ait parié sur moi et qu'elle ait édité mon bouquin. Et du coup, je peux pas la décevoir. Et donc, en fait, je fais tout ce que je peux en termes de communication et en termes d'action marketing, à la fois pour pas la décevoir, mais aussi, enfin, je sais, en fait, ça me sert moi, mais Ouais. je pense que ça vient prendre racine sur je peux pas la décevoir. Et en même temps, comme ça me permet d'atteindre mes objectifs et qu'en fait, c'est quelque chose qui vient être à mon service, ça me va. Mais j'ai pas encore réussi à complètement le killer, ce truc de bon élève. Et justement, tu en parles aussi quand tu as lancé l'étiquette des actions que tu as faites qui étaient en tout cas drivées par ce syndrome-là. Je crois que tu reviens notamment sur le site internet. Ouais, complètement. Complètement. En fait, le site internet, par exemple, en fait, moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat juste après mes études. Et donc, oui, j'avais fait des stages par-ci, par-là. Mais globalement, ce qui avait dicté ma vie jusque-là, c'était, il y a toujours quelqu'un qui me dit quoi faire. Il y a les profs qui me disent quoi faire. Il y a mes Mm. managers qui me disent quoi faire. Et donc, en fait, je rentre dans l'entrepreneuriat alors qu'en plus, je suis encore étudiante. Et donc, j'applique vraiment ce truc de... En fait, les mentors, les coachs, les autres entrepreneurs me disent quoi faire, donc je vais appliquer, je vais faire ce qu'ils me disent. Et du coup, c'est très flagrant, notamment sur le site internet. En fait, on a un de nos mentors qui nous a dit que ça allait être un avantage concurrentiel énorme de posséder notre site internet de A à Z. Et qu'en fait, ça allait nous bloquer si on passait par une plateforme et qu'on prenait quelque chose qui était déjà codé, par exemple un Shopify ou un WordPress ou une plateforme de Ouais. ce type-là. Et donc, on a écouté. Et donc, en fait, mon associé s'est retrouvé à coder ce site internet ligne par ligne, mais ce qui est catastrophique à dire aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui au moment de l'IA, où vraiment, Ouais. enfin, ça paraît complètement absurde comme conseil, mais déjà à l'époque, c'était déjà un peu absurde. Et en fait, Et à la fin, on a fini par migrer en fait sur une plateforme parce que notre site internet, on voyait qu'il n'était pas du tout assez modulable et que c'était hyper dur de le maintenir. Et ça a réglé beaucoup de nos problèmes, en fait, de migrer sur une autre plateforme qui nous permettait d'aller plus vite et d'avoir un site vraiment sans bug et tout ça, quoi. Mm. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que bah voilà, moi j'ai une audience plutôt féminine et je pense qu'on est tous très marqués par ce syndrome-là, donc je voulais y revenir. Par rapport à ton projet du coup de lancement de l'étiquette, à quoi tu as vu que ça n'allait pas bien? Ben, en fait, je pense que déjà, j'ai eu un gros déclic au moment de la sortie du site internet. Parce que, en fait, pour moi, le site internet, c'était un peu la ligne d'arrivée. C'était un peu le site sort et c'est bon, le travail est fini, les commandes vont affluer. Et en fait, le jour de la sortie du site internet, donc on passe le site en ligne, on fait quelques posts sur les réseaux sociaux. Et c'est tout, on attend. Et en fait, à partir de là, il y a pas de commande, quoi. Enfin, il y a quelques commandes de la part de proches, mais parce qu'ils sont très gentils et qu'ils veulent nous soutenir, Oui. mais c'est tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis: «Merde, mais en fait, le marketing digital, c'est un monde que je ne maîtrise pas et l'acquisition client, ça ne s'apprend pas». Enfin, si pardon, ça ne s'invente pas, en fait, ça s'apprend. Il faut Mm. en faire et il faut communiquer et en fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment je me rends compte que le bouche à oreille sur lequel je comptais de manière très naïve, moi je pensais que j'allais mettre mon site internet en ligne et que 3 jours après, ça allait être le buzz de l'année. En fait, non, le bouche à oreille, ça vient amplifier quelque chose qui fonctionne déjà, mais ça vient pas lancer la machine, sans que nous, on ait mis des pièces, Mm. dedans, quoi. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment je commence à avoir un déclic de: «Ah ouais, en fait, tu as pas compris ce que ça a impliqué, la marketplace. Tu as compris comment on fait la partie B2B, dont on parlait tout à l'heure, d'appeler les Oui. marques une par une et cetera. Mais par contre, tu as pas compris comment aller chercher les clients B2C un par un aussi. Et donc, en fait, que faire marcher un projet de cette envergure en B2C, ça veut dire beaucoup de moyens en publicité, ça veut dire vraiment une stratégie marketing complète. Et ça, je l'avais pas compris. Donc, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai le premier gros déclic. Et en fait,
ensuite, le deuxième gros déclic sur ça ne marche pas, euh, c'est 6 mois plus tard, je pense, donc au bout de 6 mois d'activité où on s'est formé au marketing digital, on commence à faire des actions, etc. Donc ça va mieux. Mais par contre, arrive le moment où en fait je me rends compte que le projet que je suis en train de créer est en train d'aller complètement à l'encontre de mes valeurs et que je me suis enfermée dans un projet qui ne correspond plus à mes valeurs et je ne l'avais pas anticipé. C'est parce qu'en fait, au bout de 2 ans à bosser dans la mode éco-responsable, moi, mon rêve à ce moment-là, c'est que les gens arrêtent d'acheter des fringues. En fait, c'est que juste plus personne n'achète de fringues neuves et que tout le monde se tourne vers la seconde main. Et moi-même, je me tourne vers la seconde main et j'achète plus rien sur mon propre site internet. Et donc, en fait, ça, c'est plus du tout compatible avec vendre moi-même des produits neufs, en fait. Et je me suis radicalisée trop vite. C'est vraiment ça qui s'est passé et je ne l'ai pas du tout vu venir. Et, ben justement, je voulais revenir sur les valeurs parce que je trouve ça intéressant. C'est un truc que je travaille beaucoup moi, avec les clients que j'accompagne. Justement, c'était quoi, toi, tes valeurs et à quoi tu as vu que ce projet-là, il ne correspondait plus? Ben, en fait, je pense que j'y suis rentrée en étant un petit peu sensibilisée à la partie écologique, environnementale de la mode, mais en surface, en fait. Et que quand j'ai commencé à creuser et à gratter pour les articles de blog que j'écrivais ou pour les réseaux sociaux et compagnie, en fait, j'ai découvert un monde. Bon, je vais dire catastrophique, c'est ma vision à moi, vous n'êtes pas du tout obligé de partager cette vision-là, mais en tout cas, moi, j'ai découvert vraiment des pratiques hallucinantes à tous les niveaux, et en fait, c'est ça qui m'a fait évoluer petit à petit. Mais initialement, je pense que j'étais vraiment dans un truc, moi, le moment où je me suis lancée, c'était 2017-2019, c'était le grand moment, la Startup Nation, Oui. on lance des licornes, etc. Moi, j'étais un peu dans ce truc-là. Et en fait, en mettant le doigt dans le côté écologique, dans lequel j'étais quand même déjà assez sensibilisée, mais sur plein d'autres aspects, bah, en fait, j'ai plus arrêter la machine, quoi. Hmm. Il y a quelque chose que tu expliques aussi dans le livre, c'est le rapport à l'action. Tu vois, quand tu dis j'ai mis je sais plus combien de temps pour construire un plan de communication et en fait il met du temps aussi après à implémenter. Euh, je trouve que c'est un super rappel aussi parce que des fois on oublie tous, on prépare mais on a du mal à passer à l'action. Donc je voulais que tu reviennes dessus avec le recul, comment tu regardes les choses aujourd'hui. Complètement. Bah, écoute, c'était un moment assez marrant. En fait, pendant 2 mois, j'ai travaillé sur mon plan de com, donc avant que le site sorte. Et moi, j'avais l'impression d'être super productive. Moi, j'avais l'impression que je faisais exactement ce qu'il fallait pour mon projet. Tous les jours, je me posais la question sur quel réseau tu vas communiquer. J'avais un tableau Excel très joli d'ailleurs, sur lequel il y avait vraiment tous les réseaux sur lesquels je voulais communiquer et tous les jours de l'année, avec à chaque fois les petites fêtes, genre la fête des parents, Noël, ce genre de choses. Et je rédigeais mes posts où je mettais mes sujets sur l'année à venir. Et en fait, est arrivé un moment où j'ai rempli toutes mes cases et là, je me suis mise à changer d'avis avec moi-même. Et où en fait, je me disais non, mais en fait, le coton bio, peut-être qu'il vaut mieux qu'on en parle en septembre plutôt qu'en août. Et en fait, telle marque, on va la présenter à tel moment, puis telle autre marque à tel autre moment, etc., etc. Et donc, moi, j'avais l'impression d'être ultra productive. Et en fait, un soir, mon copain de l'époque, donc mari aujourd'hui, rentre à la maison et il me demande ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc moi, je suis toute contente. Je dis, ah bah, j'ai fait mon plan de communication. Et là, il s'arrête, il me regarde, il me dit, mais ça fait 2 mois que tu travailles sur ton plan de communication. Quand est-ce que tu commences à communiquer? Et donc moi, sur le moment, bah, je suis pas du tout prête à entendre cette remarque. Oui. Donc évidemment, on se dispute. Voilà, pas mûr du tout. Et en fait, il avait raison. En fait, ce que ça cachait, c'était de la procrastination active. Je faisais pas rien, j'étais pas sur mon canapé en train de scroller toute la journée. Par contre, mon plan de com, j'aurais dû passer 2 heures dessus maximum et ensuite commencer à communiquer. Et en fait, ce que ça cachait, c'est que j'avais peur de commencer à communiquer pour de vrai. C'est que j'étais terrorisée à l'idée que ça ne marche pas. J'étais aussi terrorisée à l'idée que ça marche trop vite et que je puisse pas gérer. J'étais terrorisée d'avoir des haters, j'étais terrorisée de me prendre des bâches en commentaire, ou alors que personne ne commente, que personne ne like. Enfin, en fait, j'avais peur de tout. Et du coup, je me cachais derrière une action que je pensais être utile, alors qu'elle n'était pas du tout utile, c'était juste un symptôme de, en fait, la cocotte, t'as peur, quoi. Hmm. Il y a un truc aussi dont je voulais qu'on parle, c'est quand tu expliques que tu t'es éloigné aussi des besoins des clients, que tu n'avais pas forcément bien compris ce que eux ils voulaient.
Et voilà, je voulais qu'on puisse juste revenir dessus. Est-ce que tu penses que tu étais éloignée du marché et de tes clients? Ah mais complètement, moi j'étais vraiment à côté d'eux en fait, enfin, on n'était pas dans le même monde du tout. En fait, moi j'ai commencé à faire mon étude de marché à partir d'articles de journaux et à partir d'études, tu sais, les études que tu peux télécharger sur les plateformes quand tu es étudiant, tu as accès à toutes les études de la Terre de manière gratuite. Et c'est comme ça que j'ai fait mon étude consommateur. En fait, je ne suis pas Mm. une seule seconde allée parler avec un client potentiel, je ne suis pas une seule seconde allée me confronter de manière réelle à mon marché. Et ce qui fait que, en fait, j'ai développé tout plein de croyances sur ma cible, alors qu'en fait, ma cible, c'était complètement quelqu'un d'autre. Moi, j'avais l'impression que je m'adressais à des personnes ultra engagées. Et donc, du coup, dans ma communication, je parlais de compost, je parlais de véganisme, je parlais de plein de choses comme ça. En fait, les personnes qui sont ultra engagées d'un point de vue écologique, elles achètent pas sur internet. Elles achètent et en plus, elles achètent pas non plus des vêtements neufs, elles achètent des vêtements en friperie et dans des magasins, locaux parce qu'elles veulent faire tourner l'économie locale et du coup, en tout cas à l'époque et du coup, je comprenais pas ma cible, en fait. Donc moi, je m'adressais pas à la bonne personne, ce qui fait que forcément, bah, ça ne marchait pas, ma communication et en plus de ça, en fait, mon projet n'était pas du tout assez engagé, pour, les personnes que je pensais viser. Du coup, il y a eu des moments où je me prenais des tacles en commentaire qui me disaient: «Mais ton projet n'est pas du tout engagé, qu'est-ce que tu racontes?» et cetera. Et il y avait vraiment une grosse dissonance, en fait, entre la cible à laquelle je pensais m'adresser et la cible réelle, de ce type de projet-là. Mm. Et avec le recul, qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu comprenais pas forcément à l'époque? Que, en fait, les articles de journaux et les études, c'est bien, mais que ça ne remplace absolument pas une, étude terrain. En fait, il faut aller parler avec des consommateurs, il faut se confronter à sa cible. Moi, j'ai quand même parlé avec, des amis, de la famille qui tous et toutes me disaient: «C'est super, c'est une bonne idée» et j'ai eu de la chance, j'ai eu un entourage qui était assez, soutenant et qui m'a boostée. Mais par Mm. contre, en fait, c'était pas ma cible et du coup, tous ces retours-là m'ont empêché de voir que j'allais complètement dans le mur et que en fait, j'étais pas du tout en train de développer un projet qui allait être utile à grande échelle. J'étais en train de développer quelque chose qui me plaisait à moi, mais c'est tout et que en fait, ouais, il faut vraiment sortir de sa tête et de son cercle proche et qu'il faut aller parler avec de vraies personnes, pour se rendre compte de si oui ou non il y a un marché et moi je pense que je me serais rendu compte très vite que mon marché, il était pas du tout là où je pensais qu'il était en allant me confronter à ma cible. C'est juste que ça, je l'ai fait bien trop tard. Mm. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que en fait, tu dis ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire. Et c'est génial aussi ce côté double, tu vois, du livre où tu poses aussi ton regard sur comment tu aurais pu faire autrement. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de recul aussi sur ta manière de raconter. Merci. Avec plaisir. Quelles compétences tu as développées grâce à cette expérience? Je pense que j'ai développé ma débrouillardise d'une manière que je ne pensais pas possible. En fait, il y a eu enfin, être entrepreneur, c'est avoir des galères au quotidien et et en fait, c'est tous les jours gérer des choses, qu'on n'a jamais gérées avant et je pensais pas que déjà, je pensais pas que ça allait être ça mon quotidien et je pensais pas que j'allais en être capable, mais en fait, cette expérience-là m'a vraiment montré que, quoi qu'il se présente sur ma route, en fait, je peux gérer et je peux me débrouiller et ça va le faire, quoi. Hmm. Ce côté trouver des solutions sans Ouais. cesse. Complètement et en fait, vraiment être, à l'aise dans le chaos et de: «Bon, bah, aujourd'hui, je pensais que j'allais faire A. En fait, il y a un incendie à éteindre, donc je vais faire Z. Bon, bah, allons-y», quoi et de vraiment, rester en mouvement sur, bon, bah, la to do et bon, en fait, il faut faire autre chose, et cetera. Je pense que ça m'a vraiment aidée à me débrouiller et à être super agile dans ma façon de traiter mes journées. Hmm. Et si ton échec entrepreneurial avait pas existé, est-ce qu'il te manquerait aujourd'hui? Est-ce que tu serais une personne différente? Bah, en fait, il y a une question qui m'anime beaucoup parfois dans ma vie, sur laquelle je réfléchis un peu de manière très philosophique, métaphysique. En général, c'est à 2 heures du matin quand j'arrive pas à dormir. Et en fait, c'est que souvent, je me pose la question de: «Est-ce que je reste dans des situations parce que je suis habituée? Est-ce que j'arriverai à quitter quelque chose qui me convient plus?» Ce genre de choses et en fait, j'ai quelques moments dans ma vie, dont cette fermeture de boîte, qui m'aident à me convaincre que, en fait, non, j'ai déjà réussi à dire non à des situations qui ne me convenaient plus. J'ai pas hésité à fermer ma boîte, je l'ai fermée très rapidement d'ailleurs et
bon, alors, voilà, ça m'a rendu triste, évidemment, et tout ça, mais il y a eu ce moment-là, il y a eu je sais pas, un autre moment où, par exemple, j'ai quitté un copain il y a très longtemps. Euh, je dis pas que mes exemples votent très haut, hein, c'est vraiment des exemples comme ça. Et en fait, c'est plein de petits moments comme ça qui font que je me dis: «Non, mais tu as déjà osé dire non à un moment où tout te poussait à dire oui et tu as pris les devants et tu as repris un peu ton destin en main» entre guillemets quoi, là on rentre dans la partie c'est métaphysique, c'est 2 heures du matin donc voilà et je pense que ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma vie de tous les jours à me dire: «Non mais en fait, tu as déjà pris des décisions ultra difficiles et c'est OK et tu t'en es sorti donc t'inquiète, tu restes pas dans les situations par confort, parce que quand c'est vraiment pas confortable, tu oses, dire: «Non, là, c'est plus ce qu'il me faut». Mmh. Et justement, ça a été quoi? Je pose souvent le déclic pour se lancer, mais toi, j'ai plutôt envie de te poser la question, le déclic de dire stop pour la boîte, ça a été quoi? En fait, ça s'est fait, de manière inconsciente d'abord, parce que pendant plusieurs, jours, j'étais pas très bien. En fait, notre incubateur, une fois qu'on a compris ce qu'on devait faire en marketing digital, là, j'ai réalisé que, en fait, on n'avait pas du tout les moyens, de mettre en place cette stratégie, de digitale, qu'il fallait mettre en place pour que le projet tourne et du coup, notre incubateur nous a proposé de partir en levée de fonds, ce qui était une très bonne, option à l'époque. En plus, c'était vraiment le moment où il y Là, avait ouais. des levées de fonds, voilà, Startup Nation, des levées de fonds dans tous les sens et cetera. Donc c'était pas déconnant comme stratégie et on avait besoin de fonds et donc je commence à préparer cette levée de fonds et en fait, plus je prépare le budget, plus je me sens mal à l'aise mais j'arrive pas trop à identifier pourquoi et donc je sens en tout cas que ça va pas trop et en fait, un jour, j'appelle mon associée et elle sent que ça va pas. Elle me dit: «Mais ça va, tu l'air bizarre et tout ça». Elle creuse un peu et je finis par lui dire: «Mais écoute, je comprends pas en fait, on a lancé un projet de mode éco-responsable et là, je suis en train de préparer un budget où en fait, dans mes dépenses, je suis en train de financer les GAFAM, en fait. Dans mes dépenses, je mets des pubs Facebook, je mets des pubs Pinterest, je mets des pubs, sur Google, je mets tout pour financer les GAFAM et du coup, je comprends pas ce que je suis en train de faire là». Il y a une dissonance et en fait, de fil en aiguille, hem on discute de ça. On discute également du fait que, en fait, quelques semaines auparavant, on avait un de nos mentors qui nous avait fait réaliser que, en fait, la marketplace, pour qu'elle fonctionne, c'était un marché de volume. Il fallait absolument qu'on ait, du volume. Il nous avait fait faire tout un exercice avec, en mettant notre chiffre d'affaires, sous forme d'équation et cetera. Et et en fait, ce qui ressortait de cet exercice-là, c'est qu'il fallait qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites sur notre site internet et Mmh. donc que toutes nos actions du quotidien soient orientées acquisition client. Et donc en fait, de fil en aiguille dans cet appel avec, mon associé, on on se dit également que là, on est en train de partir dans du volume et donc on est quelque part en train de reproduire de la surconsommation, alors que nous, on est plutôt dans un move de, décroissance pour nous-mêmes, sur la partie habits et qu'en fait, on s'achète plus d'habits neufs, qu'on s'achète, en seconde main, que voire même on s'en achète quasiment plus parce qu'en fait, on a déjà assez de choses et donc en fait, que là, on est en train de pousser notre projet vers de la surconsommation qui reste éthique, c'est vrai, mais en fait, qui reste quand même des produits neufs et là, je mets vraiment un warning je parle de mes valeurs, de mes croyances à moi. C'est pas du tout, je prétends pas du tout être la reine des valeurs, quoi que ce soit. Chacun, chacune fait évidemment, comme il veut. Mais en tout cas, voilà, le déclic est venu de ça et donc à la fin de cet appel qui a duré, 1 heure avec, mon associé, on décide de fermer la boîte. Mais alors que l'appel n'a pas du tout commencé sur, «fermons la boîte». Enfin, vraiment, c'est arrivé assez vite. On s'est quand même laissé 24 heures, pour, décider si c'était toujours une bonne idée. Voilà l'adage de «la nuit porte conseil», donc on Ouais. voulait quand même, voir et en fait, le lendemain, on s'est rappelé, on était toujours d'accord sur, bon, bah, on ferme, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'événement lui-même ou le regard des autres? En fait, je pense que ça a été le regard que je portais sur moi-même, via le regard des autres. En fait, on a décidé très vite de fermer, on a fermé très vite et donc 3 jours après, bah, voilà, l'activité, était arrêtée et en fait, j'avais pas anticipé que moi, je m'identifiais complètement à ma boîte. Genre vraiment, j'étais, Mmh. cette espèce d'entrepreneur rockstar dans ma tête, hein, parce que bon, voilà, j'avais pas une médaille rockstar, dessus, pas du tout. Mais en fait, j'avais pas anticipé que pour moi, mon identité, c'était cette boîte et en fait, quand ça a fermé,
moi, j'étais entourée d'entrepreneurs à ce moment-là et d'un coup, je faisais plus partie de leur équipe et donc en fait, pour moi, ça a été super violent parce que je me disais: «Mais du coup, mais qui es-tu? Que faire?» et cetera et en plus de ça, à l'époque, j'étais entourée de quelques entrepreneurs qui étaient quand même beaucoup dans le jugement et du coup, quand j'arrivais tous les jours avec une nouvelle idée: «Ah bah, voilà, je vais faire du freelancing dans ça ou dans ça», parce qu'en parallèle de la boîte, j'avais ma micro-entreprise pour faire des missions de prof, notamment en école de commerce. Hem et donc, en fait, moi, j'étais partie pour, faire, du freelancing, à fond, du coup, à partir de ce moment-là et c'était là: «Oui, mais, un freelance, c'est pas un vrai entrepreneur et tout». Enfin, vraiment, bon, jugement puissance 10 000, un peu n'importe quoi, effectivement, évidemment, mais ouais, ça a été vraiment un chamboulement identitaire. On Mm. dit chamboulement? Ouais, c'est un mot, hein? Oui, oui, c'est un Oui, mot. c'est très clair. Super Mhm. et ouais, ça, je l'avais pas du tout anticipé. C'est vraiment ça qui a été le plus difficile pour moi, cette perte d'identité ou en tout cas cette sensation de perdre mon identité. Mm. Et si quelqu'un qui écoute est en train de lancer son projet aujourd'hui, quel signal d'alerte tu lui conseillerais de regarder? Mmh, ça va dépendre très fortement de à quel stade il ou elle est, mais je pense qu'un des signaux d'alerte, importants à regarder, c'est quelle tâche est-ce que je suis en train de laisser de côté et pourquoi? Parce qu'on on on procrastine jamais par hasard. Certes, il y a certains types de tâches qu'on va se mettre à procrastiner. Ça peut être la prospection, ça peut être le lancer une nouvelle offre, ça peut être, ce qu'on veut et souvent quand on gratte, on se rend compte, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie d'aller sur cette tâche très précise. Des fois, ça va être de la peur, comme ce que moi j'ai évoqué tout à l'heure, sur la partie communication, mais des fois, ça va être plus profond, ça va être un désalignement, ça va être, je sais pas, ça peut être, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça peut être aussi qu'on n'a plus envie de faire un certain type de choses, et cetera et je pense que ça, c'est un des signaux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller creuser ce qui se passe. Je dirais ça. Mm. Et selon toi, pour quelle raison on a autant peur d'échouer? Bah, j'aurais pas la prétention de parler au nom de tous les entrepreneurs, du coup, je sais pas, Mm. pour tout le monde. En tout cas, pour moi, je pense que c'est très lié à mon syndrome de bon élève et en fait, à la peur de décevoir. Je pense que j'ai très peur de décevoir, que j'ai peur du regard des autres. C'est quelque chose sur lequel, évidemment, je travaille, mais bon, apparemment, j'ai pas fini et sur lequel, voilà, ça va de mieux en mieux quand même, clairement. Mais ouais, je pense que pour moi, ça prenait clairement racine là-dedans. Alors qu'en plus de ça, les personnes, enfin les autres déjà n'en ont rien à faire, hein, clairement. Ça, c'est la partie consciente qui parle. On sait très bien que voilà, en fait, on est chacun, chacune la star de sa propre vie et qu'en fait, Mm. même quand je regarde, moi, enfin, mes proches me déçoivent pas. En fait, soit je suis contente pour eux, soit je suis triste pour eux. Mais j'ai pas de sentiment de: «Ah, un tel m'a déçu», pas du tout. Donc déjà, je sais que c'est de la projection, hem et ouais, en fait, les autres, c'est un concept un peu fumeux, quoi. Les autres, ils sont focalisés souvent sur eux-mêmes, sur les quelques Mm. personnes qui les entourent et voilà. Donc je sais que c'est pas la réalité, mais en tout cas, moi, je pense que ça prenait vraiment racine, là-dedans. Tu partages aussi autre chose dans le livre qui, ben moi, m'a beaucoup parlé, c'est le fait que tu t'es rendu compte à un moment que tu aimais pas vendre sur les réseaux, je crois, ou sur enfin en tout cas via le digital, et tu as dit j'aime vendre notamment en direct. Est-ce que tu penses que tu as manqué justement d'un accompagnement à ce moment-là pour identifier, ben, je sais pas, tes forces, qu'est-ce que tu aimais? Est-ce que tu estimes que tu es passé à l'action sans véritablement te connaître? Complètement, complètement. En fait, moi, j'ai vraiment designé mon projet comme: «Ah bah, j'ai une idée, donc allons-y, je vais me lancer dans cette idée». Mais en fait, je me suis créé une fiche de poste à laquelle j'aurais pas candidaté si je l'avais vue passer, voilà, Mm. enfin et c'est un peu triste, hein, parce que bon, a priori, en tant qu'entrepreneur, on a la liberté de se créer la fiche de poste qu'on veut et en fait, dans la réalité, je me suis créé un quotidien de community manager et en fait, ça, je l'ai pas vu. Donc j'avais vraiment la partie que j'adorais, décrocher mon téléphone, appeler les marques partenaires, parler avec Mm. elles. Ça, c'était vraiment super et j'ai adoré cette partie-là. Et par contre, en fait, faire des pubs, sur les réseaux sociaux, mais ça, j'ai détesté et même faire du community management, en fait, moi, j'aime bien être en relation avec des personnes et je trouvais ça froid, en fait, ça me correspondait pas du tout et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui arrivent à faire, ça. Moi, j'arrive pas. Moi, c'est vraiment c'est ultra dur pour moi.
C'est une question que j'ai déjà posée à d'autres invités, mais je voulais du coup ta réponse là-dessus. Est-ce que selon toi, on est tous faits pour devenir entrepreneur? Je pense pas, dans le sens où, et c'est pas du tout pour faire une critique ou quoi que ce soit là-dessus, parce que moi-même je m'inclus là-dedans. En fait, je pense que être entrepreneur, c'est vraiment difficile. Et on se rend pas compte des montagnes russes émotionnelles qui viennent avec. On se rend pas compte du stress que ça peut être de ne pas savoir si on va facturer le mois prochain, ne pas savoir si on va terminer son année avec du chiffre d'affaires ou pas. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me stresse énormément et que, en fait, être que entrepreneur, pour moi, c'est ultra difficile et je m'inclus dans bah, je pense pas que je suis faite pour enfin, que je suis faite pour être entrepreneur et je pense ou en tout cas pas que ça et je pense que, il faut pas voir, l'entrepreneuriat comme le statut ultime, comme ce que moi je faisais à l'époque, hein, parce que clairement, j'avais l'impression que c'était soit on était une rockstar, soit on était, un salarié. Et en fait, quand j'ai découvert le monde du salariat, mais j'ai découvert un paradis, quoi. C'était ouf. Alors, je pense que j'ai eu de la chance dans la boîte dans laquelle je suis tombée. Mais déjà, j'ai découvert le salaire payé tous les mois. Ça, c'est une révolution, ce truc. Enfin, c'est quand même assez important. J'ai découvert la mutuelle prise en charge par l'employeur. J'ai découvert les congés payés. Parce que moi, du coup, quand je posais des congés, enfin, quand je prenais des congés, en fait, quand j'étais entrepreneur, bah, déjà, je prenais pas de congés. Enfin, je continuais à travailler parce que ça pouvait pas vraiment tourner sans moi, à l'époque en tout cas. Et quand j'étais freelance, donc, enfin, je mets freelance en opposition à la partie où j'étais sur la marketplace. Mais en fait, quand j'étais freelance et que je prenais une semaine de vacances, tout de suite, j'avais moins 1 000 € de facturation. Et moi, c'est des choses qui me stressaient beaucoup. Après, j'ai eu la malchance, entre guillemets, d'être freelance les années Covid. Et donc, en fait, j'ai vu beaucoup de potes tomber à zéro ou des entrepreneurs que j'accompagnais tomber à zéro. Et moi, certes, j'ai fait mes meilleurs mois de facturation à cette époque-là. Il y a même quelques mois où j'ai été à plus de 10 000 € par mois. Mais par contre, c'était accompagné d'une angoisse, mais Ouais. énorme. Donc, en fait, ouais, moi, je pense qu'au-delà du statut, en fait, il faut aussi se connaître et savoir ce dont on a besoin pour soi-même et ce qui nous va ou pas en termes de stress, d'angoisse, d'anxiété, et de gestion du chaos et de gestion de l'incertitude. Et je pense pas qu'il faille être triste de ça. Enfin, en fait, c'est pas grave si on n'est pas entrepreneur, c'est complètement OK. Moi, je me suis éclatée quand j'étais salariée et j'ai préféré ma fiche de poste de salarié à la fiche de poste de community manager que je m'étais créée toute seule dans l'étiquette, quoi. Mm. Moi, en début d'année, je m'étais mis, tu vois, comme objectif d'accueillir quelqu'un qui avait écrit un livre dans le podcast. Je suis ravie que du coup tu viennes intervenir. Est-ce que tu aurais une anecdote sur les coulisses de l'écriture de ton livre? Ah là là, Est-ce j'en que ai ça a été, tellement. ah ouais. Est-ce que ça a été un long travail? Est-ce que tu écris voilà, toute seule chez toi et en mode je suis dans ma grotte? Alors, en fait, moi, j'avais déjà essayé plusieurs fois d'écrire un livre et j'avais jamais réussi à aller au bout. Et donc, en fait, quand je me suis lancée dans la phase d'écriture, à ce moment-là, du coup, je me connaissais un peu et je savais que moi, j'aime bien les projets courts. En fait, à partir du moment où ça traîne sur plusieurs mois, ça me saoule et je vais jamais au bout. Et du coup, je me suis dit, bon, ta phase d'écriture, tu vas l'étaler sur 6 semaines. Et c'est ce que j'ai fait. Après, par contre, je précise, j'avais la chance à ce moment-là, d'être au chômage et donc du coup, j'avais du temps. En fait, j'ai vraiment, fait que ça. J'avais, calé mes missions freelance, avant et ensuite, j'en ai refusé une parce que je voulais vraiment aller au bout de mon Ok. écriture, à ce moment-là et me concentrer là-dessus. Donc voilà et du coup, ma phase d'écriture, elle a duré 6 semaines. Par contre, j'ai vraiment fait que ça, avec des hauts et des bas parce qu'évidemment, voilà, je suis apparemment, une personne avec des hauts et des bas et c'est OK. Et ensuite, j'ai cru que j'avais fait le plus difficile une fois que j'avais écrit le manuscrit et terminé le manuscrit. Et en fait, je me suis pris la phase de correction, mais de plein fouet. Là, mon système a volé en éclats. Heu, En fait, quand mon éditrice m'a envoyé, le bouquin qu'elle avait corrigé en début mars, je m'étais calée 2 heures dans mon agenda en mode: «Bon, bah, tu relis ça et c'est bon». Ça a duré 6 semaines. C'était horrible, c'était horrible. En fait, mon système a pété un câble, je me mettais à ne plus dormir, je faisais des insomnies tout le temps et en fait, je me relevais la nuit pour aller écrire parce que du coup, apparemment, mon inspiration était beaucoup plus fluide et là, présente, la nuit. Donc en fait, j'allais me coucher,
genre 22h, 23h. Je me réveillais à 2h du matin parce que j'arrivais plus à dormir, ou à 4h ou autre, et j'allais écrire, et ensuite je retournais me coucher. Et j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Enfin, vraiment, jamais j'ai travaillé comme ça. Normalement, je travaille de journée. Après, ça m'arrive de travailler le soir, parce que je suis très efficace le soir, et voilà. Mais ça m'arrive jamais de me réveiller la nuit et d'aller travailler. Ça, pas du tout. Donc, ouais, pour moi, la phase de correction a été des hauts et des bas, mais vraiment difficile, quoi. Et, hum, et ensuite, une fois que le bouquin est parti en impression, là, j'ai fait une espèce de phase de décompression de dingue où je me suis rendu compte qu'il allait y avoir des lecteurs. Et ça, j'avais pas compris. Tu vois. Alors que c'est évident, c'est Oui, logique. c'est Enfin, je veux évident, dire, oui. c'est évident. Mais en fait, j'avais compris, tu vois, je vais faire la promotion, etc. Mais je sais pas, j'avais pas du tout associé. En fait, il va y avoir des vraies personnes qui vont lire ce bouquin. Et donc, à ce moment-là, je sais pas, enfin, un syndrome de l'imposteur plus, tu vois, oh là là, mais ce livre est nul. Qui va être intéressé par ça? Et est-ce qu'il est assez bien? Est-ce que j'ai assez corrigé? En plus de ça, je me mettais à avoir des idées de nouvelles phrases très belles qui, du coup, ne seront pas dans le bouquin parce que ça y est trop tard. Il est parti en impression. Et, euh, et ouais, enfin, vraiment, là, ça a été très compliqué. Pendant 10 jours, j'ai fait que pleurer. C'était horrible. En plus, j'étais en vacances à ce moment-là. Je kiffais pas du tout mes vacances. J'étais juste en pleurs tout le temps. Donc voilà. Donc ouais, vraiment des hauts et des bas permanents, tout le temps. Génial, c'est un retour hyper transparent, comme tout ton livre d'ailleurs. Donc, Merci. Ah oui, bah voilà, justement, ça m'a aussi inquiétée, tu vois, dans cette phase-là. Je me disais, oh là là, mais est-ce que t'es pas trop transparente? Plus personne va jamais vouloir bosser avec toi une fois qu'il a lu ton bouquin, ça va pas, qu'est-ce que t'as raconté et tout. Enfin, ouais, vraiment, la totale. est-ce que tu as un conseil à partager pour quelqu'un qui se lance pour éviter l'échec? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, en fait, je dirais de rester dans l'action, de s'assurer à chaque moment. En fait, ça va être un conseil composé de plusieurs conseils. Du coup, Tu je as le préviens. droit, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, ouais, de rester dans l'action, mais de s'assurer de véritablement être en train de réaliser la bonne action pour le projet. Dans le Mhm. sens où, bah, on en revient à mon anecdote du plan de communication. J'ai été dans l'action, je faisais pas rien sur mon canapé, mais par contre, je faisais pas la bonne chose pour le projet. Donc ouais, ça, et de rester proche de sa cible, de rester très proche du terrain, et en fait, en permanence, d'avoir en tête euh, qui sont les personnes qui achètent mes produits, mes services, comment est-ce qu'elles sont en train d'évoluer, est-ce que le marché est en train de changer, enfin vraiment de rester ultra proche du terrain et pas de s'enfermer dans une tour d'argent de bon bah ça y est, j'ai une offre, ça va être mon offre unique pour les 3 prochaines années. Parce qu'en Mhm. fait, le marché évolue, les Mhm. consommateurs, consommatrices changent et il faut rester ultra proche du marché. Est-ce que tu as des projets et des rêves pour la suite? Ben, écoute, je sais pas. En fait, je suis dans un moment un peu de flou sur ma vie professionnelle. Je pense que c'était assez clair, à la fois via le bouquin et aussi via l'intro. J'étais là, oh, je sais pas. Ouais, non, je sais pas trop. En fait, je pense que je suis vraiment dans un moment ouais, en tournant en fait dans ma vie et Mhm. que j'ai pas encore fini de tourner la page. Je suis en plein dans la page, La elle est en transition. l'air là, mais qu'est-ce qui va se passer après? On sait pas. Donc ouais, je sais pas. J'ai des projets quand même. Enfin, j'ai plein de petits trucs par-ci par-là. J'ai des missions freelance qui s'organisent. Je développe mon activité de cours et du coup je donne cours dans peut-être, c'est pas encore signé donc je n'annonce pas de nom et je touche du Mhm. bois. Mais en tout cas, j'ai peut-être des cours dans d'autres écoles à partir de la rentrée, donc ça me fait Top. très très plaisir. Et, et voilà, et d'autres projets qui sont en train de peut-être se mettre en place aussi avec d'autres personnes, mais ouais, je ne sais pas, on verra, flou. Est-ce que tu as des rôles modèles qui t'inspirent? Ben oui, déjà j'ai Emma Watson, parce que c'est vraiment la génération Harry Potter. Moi j'ai adoré la lecture des bouquins et du coup Emma Watson, elle m'a subjuguée dans son rôle dans Harry Potter. Et en fait ensuite, au-delà de ça, j'ai adoré tout ce qu'elle a dégagé derrière de manière publique en termes de gentillesse, en termes d'authenticité, tout le travail qu'elle a fait derrière à l'ONU, etc. Enfin vraiment ultra impressionnée. En fait, je trouve que c'est ouf qu'elle arrive à mettre sa célébrité au service de causes qui lui tiennent à cœur. Et ça, je suis ultra admirative de ce qu'elle fait là-dessus.
Et ensuite, bah, je dirais Caroline Mignot, clairement Caroline Mignot, Génial. par laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs dans Oui, dans un de ses exact. lives. Et en fait, tu vois, Caroline Mignot, moi je la suivais de très très loin. En fait, je voyais que c'était un peu une rockstar dans l'entrepreneuriat, et, mais en même temps, je la suivais pas trop. Et en fait, une fois, j'ai vu passer un de ses posts LinkedIn sur lequel elle parlait d'une erreur qu'elle avait faite ou d'une boîte qu'elle avait plantée, je me rappelle plus, ou fermée. Et, du coup, je l'ai contactée. Bon, écoute, est-ce que tu veux faire un témoignage dans mon bouquin? Et en fait, elle a dit oui. Et elle est hyper accessible. En fait, c'est à la fois, c'est une méga rockstar, mais en même temps, Mm. elle continue d'être super accessible. Elle donne de son temps. Tous les jeudis, elle est en live auprès de plein de gens. Elle répond à des questions. Enfin, c'est incroyable, en fait. Et du coup, je trouve ça ultra inspirant. Je la connais pas plus que ça, hein, je le précise, je la connais pas personnellement ou quoi que ce soit, mais ouais, je trouve que c'est vraiment ultra inspirant de bah, ce côté en fait où oui, elle peut paraître être déjà au sommet, et en fait, elle continue d'être ultra simple entre guillemets, dans le sens ultra accessible et généreuse avec les personnes qui la suivent, quoi. Génial. Le thème fil rouge sur le podcast en 2026, c'est la réussite. Et du coup, bah, je voulais ta définition à toi de la réussite et si tu peux faire un lien avec aussi la notion d'échec. Complètement. Ben écoute, je pense que la réussite, c'est quand les attentes correspondent à la réalité. Dans le sens où, en fait, une réussite, enfin, on sait toujours quand on est dans un échec. En tout cas, on arrive mieux à identifier les moments où on est dans l'échec, mais c'est très difficile d'identifier les moments où on est dans la réussite. C'est un peu, tu sais, Mm. quand on a, je sais pas, mal aux bras, mal aux dents, mal aux yeux, ou en fait, dans la vie de tous les jours, on ne pense pas à nos bras, nos dents, nos yeux, c'est juste ça fonctionne et c'est très bien. Et en fait, on pense à ces moments-là quand, je sais pas, on s'est fait un bleu ou on a un petit scratch dans l'œil ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense que la réussite, c'est un peu pareil. On arrive très bien à identifier quand on n'est pas dedans, et on a l'impression autour de nous d'identifier de manière assez certaine les personnes qui sont dans la réussite, genre un tel, une telle, a tout ce qu'il faut, a une maison, a des amis, je sais pas, a des enfants, a des chats, bon, peu importe ce qu'on peut projeter sur les personnes en question. Alors qu'en fait, peut-être que ces personnes-là, elles-mêmes, elles se catégorisent pas du tout dans la réussite. Et je pense que c'est important d'avoir ce warning-là, et aussi de savoir par rapport à quoi est-ce qu'on compare sa propre réussite. Et moi, par exemple, je considère que je suis dans la réussite par rapport à mon moi d'il y a 2 ans, donc mon moi post-accident de plongée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart du temps, avant 10 heures du matin, je suis douchée, habillée, j'ai petit déjeuner, j'ai fait du sport. Et en fait, c'est déjà le bout du monde par rapport à il y a 2 ans, où en fait, je Mm. regardais juste mon mur pendant 6 mois, et où juste me lever, me doucher, m'habiller, mais enfin, j'arrivais pas à le faire, quoi. Je le faisais à 20 heures. C'était vraiment pas un moment très glorieux, entre guillemets. Et en fait, je considère que je suis en réussite par rapport à ce moment-là. Mais après, bon, bah, c'est sûr que par rapport à 6 mois auparavant, où j'étais au codir de ma boîte, donc chez Live Mentor, et au bord d'une asso, bah ouais, c'est pas le même genre de réussite, mais bon, écoutez, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, quoi. Et en fait, Mm. aujourd'hui, moi, si j'ai souri, rigolé dans ma vie, vu quelques amis, et que j'ai pu prendre mon temps dans ma journée, bah, c'est déjà pas mal. Après, j'aimerais quand même apporter une nuance à tout ce que je suis en train de dire, dans le sens où aujourd'hui, mon foyer ne dépend pas de mes revenus, dans le sens où j'ai la chance d'avoir un mari super, qui, en plus de ça, en fait, gagne bien sa vie, et donc du coup, fait que tout ce que j'apporte en plus en termes de facturation, c'est du plus, c'est du bonus, c'est pas ça qui nous fait vivre. Ok. Et du coup, moi, pour moi, il me manque quand même ce côté de pouvoir regagner ma vie correctement. Et en fait, pas dans l'optique de, je ne vais pas devenir millionnaire ou quoi que ce soit, mais juste de pouvoir me dire, si jamais lui, à son tour, a un accident de vie, comme ce que moi j'ai pu Mm. expérimenter, ben, pouvoir être en mesure d'assurer le train de vie du foyer en retour, par rapport à comme ce que lui a pu faire quand moi, ma carrière a pris un peu un tournant non prévu. Mais voilà, mais tout ça en faisant quelque chose qui est utile et qui a du sens pour moi. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec ça, mais en tout cas, voici ma vision à moi de la réussite pour moi. Et bien sûr, on n'est pas tous obligés d'avoir la même, encore heureux. Non, mais en fait, depuis le début de l'année, voilà, je pose cette question à tous les invités. Tu vois, je compile les réponses.
Et c'est hyper intéressant, voilà, sur toutes les réponses que j'ai pu avoir. À chaque fois, c'est différent. Euh, Ça reste aussi des réussites, tu vois, qui sont plurielles. Il y a souvent plusieurs choses derrière cette notion de réussite, mais elle est aussi très personnelle. Tu vois, chacun a sa définition, mais c'est passionnant. Depuis le début de l'année, je fais aussi laisser une question par l'invitée précédente. Donc, pour toi, ça sera Pauline qui t'a laissé une question. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? En fait, j'ai de la gratitude sur tellement de choses. Je pense que là, à partir de ce moment-là, l'épisode va durer 2 heures. Donc je vais essayer d'être, concise. Déjà, j'ai beaucoup de gratitude d'être là, en fait, tout simplement parce que, voilà, j'aurais pu mourir pendant mon accident de plongée et que, c'était pas gagné de juste survivre et de m'en sortir. D'être là également dans ce podcast, donc merci beaucoup pour cette Génial, merci à invitation. toi. Et beaucoup de gratitude en fait pour, tout mon entourage, pour mes proches, pour mon mari, ma famille, mes amis, mon chat qui est un peu la star de ma vie et voilà, d'avoir trouvé une éditrice formidable qui a cru en moi, pour porter mon projet de bouquin, assez pour pouvoir, pour vouloir l'éditer, elle-même et ouais, sur, tout le reste que j'ai, dans ma vie, hein, un appart, un toit, de la nourriture, enfin, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et tu peux aussi laisser une question pour l'invité suivant. Super. Écoute, moi, dans mon bouquin, j'ai fait l'exercice de, lister toutes les erreurs, que j'ai faites dans mon aventure entrepreneuriale. C'est vraiment, ça que je fais tout le long de, voilà, connerie 1, connerie 2, connerie 3 et du coup, j'aimerais bien, demander à l'invité suivant de nous partager une erreur que lui ou elle a faite. Génial, c'est noté. C'est l'heure de ton instant promo, Justine. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et toi et ton livre. Oui, déjà mon livre, on peut le retrouver en librairie, partout, il est partout. Je sais qu'il est en stock, à la Fnac et à Cultura, donc pas dans tous, mais en tout cas, voilà, il est disponible là-bas et sinon il est commandable dans toutes les librairies. Il est aussi disponible sur les plateformes en ligne, donc la Fnac, Amazon et compagnie. Hem Et ensuite, sinon, il y a mon site internet, justinabecassis.com. Sur Génial. LinkedIn, c'est l'endroit où je suis le plus active et j'essaye de lancer une newsletter Substack. Alors pour l'instant, c'est un fail absolu, mais bon, voilà, j'essaye. Donc écoutez, peut-être qu'un jour je serai sur Substack. En attendant, Ok. il y a un Substack créé. On va voir ce qui va se passer dessus. Tant que tu mets pas 2 mois à préparer et lancer, là c'est C'est clair. lancé. Ok. Je te laisse aussi le choix du mot pour les auditeurs pour commenter cet épisode. C'est toi qui choisis le mot avec lequel ils pourront commenter. Un seul mot? Oui, Écoute, je vais leur proposer, gratitude comme mot. génial. Justine, c'est l'heure de notre conclusion. Donc, ici, c'est l'invité qui conclut et la consigne, c'est de terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver et c'est le dernier message que tu as à transmettre. Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir, écoutés, jusqu'ici. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que, ça vous aura pas trop démoralisé, mais qu'au contraire, ça vous aura donné plein de billes pour vos propres activités, vos propres projets. Je vous conseille très fortement de vous plonger dans vos erreurs du passé. En fait, vous allez apprendre plein de choses sur vous, sur vos patterns, sur, voilà, tout ce que vous faites, de manière consciente ou inconsciente, depuis parfois, plusieurs années sans vous en rendre compte et voilà et surtout, n'oubliez pas de rêver. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup Lucie. Mhm.